Le philosophe qui médite sur les problèmes actuels de la pensée scientifique est à la croisée des chemins. Son effort de réflexion doit-il servir à l'intégration des sciences dans une philosophie rénovée ou à l'intégration de la philosophie dans une pensée scientifique approfondie? Ou bien encore laissera-t-il se consommer le divorce déjà accepté, parfois désiré, par certains philosophes et certains savants? Lionel, s'il te plaît. Donc, l'ouvrage, l'extrait que j'étais en train de lire, est tiré de l'activité rationaliste de la physique contemporaine de Gaston Bachelard. J'ai ici une édition en 10-18. Voilà. Le problème qui est posé par Gaston Bachelard est celui qui va être l'objet de ce cours, à savoir science et épistémologie chez Gaston Bachelard. Je vous ai indiqué au tableau ses dates de naissance et de décès, donc 1884-1962, et c'est un problème tout à fait essentiel qui s'est d'ailleurs posé depuis des siècles et des siècles, et qui a fait l'objet d'un ouvrage qui a fait d'ailleurs du bruit, qui a eu beaucoup de succès, La Nouvelle Alliance de Ilya Prigogine et Isabelle Stengers, paru chez Gallimard. Qui est Gaston Bachelard? Gaston Bachelard est en fait un personnage qui a eu un parcours de vie tout à fait original. Il était d'abord employé des postes, et puis c'est sur le tard qu'il a décidé de faire des études de philosophie, de passer l'agrégation, de présenter un doctorat, et il a fini comme professeur à la Sorbonne, où il a eu de nombreux disciples. L'évolution de sa pensée, maintenant. Je vais l'aborder en analysant trois ouvrages. Un de 1934, un de 1938 et enfin un de 1954. Ce qui ne m'empêchera pas de faire un détour par d'autres ouvrages qu'il a écrits. Le premier de ces ouvrages, c'est Le Nouvel Esprit Scientifique. Oui, il y a un souci? Dis-moi. Je crois que tu n'avais pas compris quelque chose peut-être. Voilà. Donc, le premier ouvrage, c'est Un Nouvel Esprit Scientifique. Le Nouvel Esprit Scientifique. Le second, c'est La formation d'esprit scientifique. Et le troisième, Le matérialisme rationnel. Commençons donc par Le Nouvel Esprit Scientifique. Quel est l'objectif, quel est le but de ce livre? Bachelard veut promouvoir une nouvelle dialectique qui, au contraire de celle qui avait été proposée par Hegel, dont je vous ai parlé dans les cours antérieurs, n'est pas une dialectique dogmatique, fermée. Bachelard la veut ouverte, sa dialectique. Chez Hegel, je vous rappelle, pour simplifier, et d'ailleurs c'est bien connu, vous avez cette triade thèse, antithèse, synthèse. Chez Bachelard, on va voir comment il va procéder en partant des recherches et des résultats des scientifiques de son époque. Il estime que la dialectique, dorénavant, doit tenir compte, et souvenez-vous de mon texte introductif, que cette dialectique doit tenir compte des modifications de la science moderne. D'autant plus que pour lui, 1905 constitue une véritable date essentielle dans l'histoire des sciences. Elle constitue un tournant avec la publication d'un article de Einstein sur la relativité partielle, et puis en 1912, il arrivera à la relativité générale. Donc pour lui, 1905, c'est vraiment une date essentielle. Il faut savoir qu'à la fin du XIXe siècle,
et au début du XXe siècle, les physiciens sont à l'œuvre et opèrent une véritable révolution. Une véritable révolution. Et un certain nombre de savants dont je vais vous parler vont être utilisés par Bachelard pour remodeler complètement les rapports entre science et philosophie. Il y a des savants, des physiciens très importants dont il ne sera pas question ici, mais qui ont joué un rôle essentiel, comme par exemple Max Planck. Trois caractéristiques de la science nouvelle, celle qui s'élabore depuis la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Quelles sont ces trois caractéristiques que je vais développer? Tout d'abord, l'ouverture au jeu des contraires. Ensuite, la nécessité de penser les phénomènes de manière synthétique. Et enfin, en troisième lieu, la nécessité de dépasser le déterminisme. Je commence donc par la première de ces caractéristiques, donc l'ouverture au jeu des contraires. Dans le domaine des mathématiques, tout d'abord, Riemann de par le fait qu'il invente et adhère à une géométrie non euclidienne et met en place une géométrie sphérique, va contredire et va rendre invalide la cinquième proposition des éléments d'Euclide. Alors la géométrie euclidienne, c'est celle que vous avez apprise en secondaire. La cinquième proposition des éléments d'Euclide est la suivante. Par un point qui se trouve en dehors d'une droite, ne peut passer qu'une et une seule parallèle à cette droite initiale. Or, dans le cadre de la géométrie sphérique non euclidienne, tout cela est invalidé. C'est le premier élément qu'utilise Bachelard pour montrer que le jeu des contraires va bouleverser la philosophie, le raisonnement philosophique, le cartésianisme, si vous voulez, mais d'autres philosophes également, pour lequel il ne pouvait pas y avoir deux choses qui soient, deux propositions qui soient vraies en même temps, mais ici dans des systèmes différents. Prenons le cas maintenant de la physique. Il prend le cas de la théorie d'Einstein dont je vous ai parlé tout à l'heure, la théorie de la relativité qui est mise au point à partir de 1905 et qui est complétée en 1912, et ensuite la théorie d'Heisenberg. Ce sont des très grands physiciens donc de la première moitié du XXe siècle. Vous avez déjà entendu parler, très certainement, de la théorie de la relativité d'Einstein, qui invalide le système de Newton et plus particulièrement sa notion de simultanéité absolue et de masse comme invariant. Je vais peut-être vous montrer d'ailleurs au cours de mon exposé les ouvrages auxquels se réfère Bachelard et qui vous permettront alors là de creuser, le jour où vous aurez le temps, et si le cœur vous en dit, je ne sais pas s'il vous en dira jamais, mais bon, je vous montre quand même mes sources, hein, c'est la moindre des choses pour un professeur. Alors, Hegel, la dialectique, ça se trouve en particulier, cette théorie, dans la phénoménologie de l'esprit, c'est un ouvrage que je vous ai déjà montré, paru chez Flammarion. Ben, il y en a bien d'autres éditions, hein, c'est une édition ici bon marché. C'est un gros ouvrage, hein, il fait près de 700 pages. La relativité d'Einstein, moi j'ai une vieille édition en français, puisqu'il
en allemand, dont la théorie de la relativité est écrite en allemand, mais je veux dire, il a vulgarisé en anglais, puisqu'il est parti aux États-Unis, hein, comme vous le savez, puisqu'il a dû fuir, comment dirais-je, les positions, les persécutions antisémites à partir de 1933. Donc, vous pouvez utiliser, attention, hein, c'est pas un ouvrage compliqué, hein. Vous savez, les grands esprits parviennent à expliquer des choses compliquées de manière simple. Si vous avez quelqu'un qui explique des choses de manière compliquée devant un public qui sait ne pas être compétent, ben c'est que lui-même n'y comprend peut-être pas grand-chose. Il y a toujours moyen d'expliquer. C'est vrai qu'un certain nombre de concepts, à un certain niveau d'explication, sont indispensables. Hein. Ça va de soi. Mais en tout cas, Einstein, dans le bouquin que je vais vous montrer ici, est tout à fait lisible. Voilà. La théorie de la relativité est exposée ici, dans la petite bibliothèque Payot. Vous avez aussi un ouvrage qu'il a écrit avec Leopold Infeld, L'évolution des idées en physique, dans la même collection. C'est très lisible aussi. Alors autant retourner à la source, plutôt que de lire une histoire de la science écrite par quelqu'un qui est historien et qui peut avoir un point de vue tout à fait original. Hein. Parfois c'est intéressant d'essayer de comprendre la théorie de quelqu'un à partir de ses propres écrits et resituer dans une évolution plus longue. C'est le cas de cet ouvrage-ci. Alors je vous ai parlé de Newton également, je vous montre ici une édition de la traduction en français, parce que l'ouvrage a été écrit en latin en 1687 d'Isaac Newton, donc ce sont les principes mathématiques de philosophie naturelle, donc en latin Principia Mathematica, c'est édité chez Christian Bourgois. Et alors, j'allais aborder, je crois, Heisenberg, en français, un ouvrage tout à fait lisible qui est au cœur de notre propos aujourd'hui, c'est Philosophie et Physique et Philosophie, publié chez Albin Michel dans la collection Sciences d'aujourd'hui. Vous savez, quand on ne se sent pas une âme de scientifique, ce sont vraiment des ouvrages qu'il faut lire et qui vont vous réconcilier peut-être avec quelques difficultés que vous pouviez avoir en secondaire, parce que c'est très lisible. C'est très lisible, et c'est un prix Nobel. Hein. Einstein aussi, prix Nobel. Hein. Donc ce sont des grands messieurs, hein, mais qui ont écrit d'une manière tout à fait limpide. Voilà. Alors, Heisenberg, lui, a inventé la mécanique ondulatoire, et dans ce cadre-là, il va invalider, lui aussi, des positions de la philosophie et de la physique classique. En effet, dans sa théorie, Heisenberg explique et montre que la place des électrons n'est pas déterminée avec certitude et que si on peut déterminer la place des électrons, on ne peut pas le faire à partir de la vitesse et inversement. Alors que dans la physique classique, il y a un lien étroit entre la vitesse d'un corps et sa place dans l'espace. Lui, il montre que ce n'est pas le cas. Ceci dit, tous les physiciens de son époque ne sont pas d'accord. Hier, pour préparer cette leçon, j'ai regardé sur Internet une interview d'un grand physicien dont je vais vous parler un peu plus tard, Louis de Broglie, a donné en 1967, donc à l'Institut de France. Il avait déjà, enfin il paraît très vieux, mais en fait il n'avait que 75 ans. Hein, donc, voilà. Mais à l'époque, les gens étaient très guindés, il avait encore comment dirais-je, un col, vous savez, cassé comme on en avait dans les années 1920-1930. Lui-même a vécu jusqu'à 95 ans, vous imaginez, mais il a une pensée tout à fait audible, intelligible, voilà. J'ai cru, mais vous savez, il faut se méfier parfois, et ça relève à la fois de la philosophie et de la psychologie. Il m'a semblé rencontrer Louis de Broglie à la Bibliothèque nationale, mais quand il avait 85 ans.
la question, je me suis dit, a posteriori, était-ce bien lui? En tout cas, c'était quelqu'un qui nous semblait comme un frère, puisqu'il est mort assez âgé, hein, je vous ai dit 95 ans. Puis je me dis, mais non, c'est peut-être un fantasme. A posteriori, je me dis ça maintenant. À l'époque, je me suis dit, mais c'est lui, quoi, c'est tout à fait lui. Mais je me dis qu'à posteriori, j'ai peut-être idéalisé, déformé peut-être le visage de quelqu'un, parce que vous savez, quand on a un jeune doctorant comme ça, rencontré, voilà, mais vous savez, bon, certains aiment bien s'approcher d'une star, Johnny Hallyday ou autre, et moi à l'époque, ben voilà, je suppose, mais c'était peut-être lui aussi, hein, c'était quelqu'un qui nous semblait comme vous deux, parce qu'il a une tête très caractéristique, hein. Enfin voilà quoi. Mais enfin, il faut se méfier, donc il faut se remettre en question aussi. Mais pour moi, c'était lui, hein, c'était lui. Mais je me dis, je l'ai passé quand même comme ça, 85 ans, enfin c'était quand même 10 ans avant son décès, donc c'était matériellement possible. C'était dans les années 70, quelque chose comme ça, quand j'étais étudiant. Je travaillais à la Bibliothèque nationale, mais voilà. Enfin voilà, donc petite parenthèse qui est sans aucun intérêt pour le cours que je suis en train de vous donner pour l'instant. Ça me vient à l'esprit, c'est une association qui relève peut-être plus de la psychanalyse que d'autres choses. Donc voilà ce que j'étais en train de vous expliquer pour Heisenberg. Donc vous avez bien retenu. Ah oui, mais voilà, je ne vous ai peut-être pas, parce que si je vous ai parlé de Louis de Broglie, c'était pas pour rien. Hein, c'était parce que lui, dans l'interview que j'entendais, donc hier chez moi sur Internet, il expliquait que lui restait attaché au principe de causalité. Donc là, nuance par rapport à Bachelard, et que donc, si pour lui, la position des électrons est indéterminée, elle n'est pas pour autant incertaine. Donc il fait vraiment le distinguo entre, d'une part, l'indéterminisme et l'incertitude. Donc il apporte quand même une petite nuance, même une grosse nuance. Je vous le dis parce qu'il va être question dans quelques instants de Louis de Broglie, justement. Voilà. Donc vous avez bien retenu, première caractéristique de la science nouvelle, c'est donc l'ouverture au jeu des contraires. Bachelard le démontre à propos donc d'une part de Riemann, qui s'oppose à Euclide, de Einstein qui s'oppose à Newton, et de Heisenberg, enfin, ces deux derniers donc dans le domaine de la physique. Deuxième caractéristique maintenant, c'est que la science nouvelle est capable de penser les phénomènes de manière synthétique. Donc, il n'y a donc pas, au niveau du principe, opposition par rapport à ce que disait déjà Hegel, vous vous souvenez, thèse, antithèse, synthèse, sauf qu'ici, hein, il s'agit d'un grand pas en avant. Et, comment dirais-je, Bachelard le démontre à partir de la lumière et de l'atome. En effet, d'après la théorie classique, soit on avait accès à une structure de type corpusculaire, autrement dit à de la matière, soit au contraire, on avait accès, quand on étudiait la lumière, à une conception de type ondulatoire. Donc, pour certains, la lumière était donc soit des corps, constituée de corps, soit de matière, donc soit elle était constituée d'ondes. Or, avec la notion de complexité dans la science qu'introduisent les physiciens à l'époque de Bachelard, et ceci va avoir donc des répercussions sur la philosophie. N'oubliez pas que dans l'extrait que je vous ai lu tout à l'heure, c'était bien la question que posait Bachelard. La philosophie doit-elle ignorer la science et vice-versa? Lui, il est pour une réconciliation. Il estime que l'on ne peut pas penser différemment, à partir de concepts différents, des phénomènes qui appartiennent à la réalité. Il faut qu'à un moment donné, il y ait réconciliation. Justement, dans le cadre d'une dialectique thèse, antithèse, synthèse.
Et pour Bohr, donc, la lumière est constituée de corpuscules, à une structure corpusculaire, effectivement. Les corpuscules, pour la lumière, ce sont les photons. Ce sont les photons. Maintenant, Louis de Broglie, dont il était question un petit peu plus tôt. Oui, ne vous étonnez pas sur la prononciation, ça s'écrit de Broglie, mais ça se prononce de Broglie. C'est une originalité du vieux français, si vous voulez, du français d'Ancien Régime, où un mot s'écrit d'une certaine manière, mais se prononce d'une autre. C'est comme le duc de Castres, en fait, ça s'écrit de Castrieux. Et il y a une série d'originalités comme ça. Bon. Donc c'est le duc. Oui, il était prince, donc c'est un grand physicien qui était prince. Il est devenu duc, ça paraît bizarre, je pense qu'on devrait monter dans l'autre sens, mais donc dans cette famille, les hommes étaient princes, et c'était seulement l'aîné de la famille qui devenait duc. Donc vous voyez que là aussi, la logique traditionnelle n'intervient pas. C'est une question donc de tradition dans certaines familles aristocratiques. Alors, donc lui montre que la lumière a des structures ondulatoires, donc d'ondes, et que l'on peut considérer, analyser la lumière comme des paquets d'ondes en fait. Ceci se retrouve d'ailleurs dans la structure de l'atome. L'atome peut avoir en même temps, c'est pas peut avoir, en même temps une structure qui est celle d'un corps de type planétaire, puisque vous savez que l'atome est constitué d'électrons qui tournent autour d'un noyau, et que donc, au fond, c'est un petit peu comme les planètes qui sont en train de tourner autour du Soleil. Ça va? Donc c'est comme un corps céleste, sauf que c'est à un niveau microscopique. Ça va? Mais l'atome lui-même, ce n'est pas seulement de la matière, c'est aussi de l'énergie. Et là, s'il s'agit d'énergie, ça doit s'analyser par, justement, les concepts de la physique ondulatoire. Donc, vous voyez que ce que met en évidence Bachelard à travers les physiciens de son époque, c'est qu'il faut accéder à une pensée complexe et non plus avoir un raisonnement qui a eu toute sa valeur et toute sa validité au moment où il était conçu, ce système qui a été mis au point de manière d'ailleurs très pédagogique par Descartes, dont nous avons parlé précédemment. Maintenant, troisième caractéristique de la science nouvelle, après l'ouverture au jeu des contraires et après le fait de penser les phénomènes de manière synthétique, c'est qu'il faut être capable de dépasser le déterminisme. Le déterminisme, vous comprenez ce que c'est, donc c'est le rapport de cause à effet nécessaire, obligatoire, pour expliquer un phénomène donné. Pour Bachelard, la science moderne, la science de son époque, possède des lois, ou construit plus exactement. La notion de construction correspond mieux d'ailleurs à la pensée de Bachelard. Il s'agit d'une construction, c'est de ces lois qui ont un caractère statistique et non plus nécessaire. Autrement dit, il n'y a plus de rapport de cause à effet obligatoire, et lorsque vous vous trouvez devant un phénomène physique, vous ne pouvez pas dire a priori exactement ce qui va se passer, c'est simplement l'observation, l'expérimentation qui va vous permettre d'établir une loi, mais qui n'a qu'une valeur statistique. On ne peut pas dire que dans tous les cas, ça va se passer comme ça. Donc il n'y a pas de lien obligatoire, nécessaire, donc les lois ont quelque chose d'indéterminé. On va dire de Tennessee, mais c'est pas ça, indéterminé. Ça va? En cela donc,
Bachelard, ou plus exactement la science nouvelle, s'oppose à Spinoza, qui dans son éthique, et je vous ai déjà lu des textes de l'éthique dans votre cours, donc dans son premier chapitre ou son premier livre, attendez, il faudrait que je revoie, dans sa première partie plutôt, Spinoza, pour lequel le hasard est une notion inadéquate sur le plan philosophique. Or ici, la science nouvelle montre que le hasard intervient, justement, puisqu'il n'y a pas de lien de cause à effet obligatoire. Mais je vous ai dit tout à l'heure que Louis de Broglie, lui, considère que la causalité a toute sa place. D'ailleurs, Bachelard ne conteste pas l'importance de la causalité, simplement il n'en fait pas un concept qui a une valeur absolue. En cela, la science nouvelle s'oppose également à Kant. Je vous avais lu des extraits précédemment de la critique de la raison pure, vous vous souvenez, 1781, et puis j'avais lu des extraits de la préface de la deuxième édition de 1787, Kant, pour lequel on peut établir des lois qui ont valeur universelle, justement. Valeur universelle, c'est-à-dire qui sont vraies dans toutes les situations données où vous avez des causes particulières qui ne pourront entraîner que des effets particuliers de manière obligatoire. Il s'oppose ensuite, et ça je l'ai évoqué il y a quelques instants, oui, Kant, voici, donc la critique de la raison pure, dans l'édition Garnier-Flammarion. C'est un ouvrage qui n'est pas facile à lire, je vous le dis tout de suite. C'est comme Hegel, la phénoménologie de l'esprit, c'est pas facile à lire. Autant Bachelard, pas de problème pour le lire. Autant Einstein, autant Heisenberg, les ouvrages que je vous ai montrés dans tout cas, ce sont des ouvrages de vulgarisation, bien entendu, pas de souci. Mais là, Hegel et Kant, là il faut s'accrocher, c'est pas destiné à des débutants. Enfin, je vous le dis, ne commencez pas, si vous êtes passionné par la philosophie, commencez par ces ouvrages-là, comme d'ailleurs de Husserl, dont je vais vous parler dans quelques instants, c'est vraiment difficile. Et ne parlons pas, lui, il ne sera pas cité dans ce cours, Heidegger. Alors là, vous voulez vous arracher les cheveux, et vous risquez, si vous arrachez, oui, vous risquez d'être chauve après la lecture de ces ouvrages de métaphysique, ça c'est sûr. Bon, mais ici, dans ce cours-ci, vous voyez, j'essaie de simplifier de telle manière que je puisse rendre accessible la pensée quand même du XXe siècle. Voilà, d'autant plus que Bachelard, pour des étudiants qui font des études de pédagogie, ça a vraiment du sens de le lire. Vous savez, la notion d'obstacle épistémologique, etc. Vous allez voir que mes collègues psychopédagogues adorent parler de ça. Et d'ailleurs, je vais vous en parler dans un petit instant. Donc, Descartes, lui, avait mis au point, dans son célèbre discours de la méthode, de 1637, ici dans les éditions de poche, mais vous le trouvez également dans plein d'autres éditions, une méthode qui avait pour postulat la simplicité, la clarté, l'évidence et l'absoluité. Alors, Bachelard considère que la science moderne envoie en l'air ces quatre principes. Donc, je le répète. Donc, simplicité, clarté, évidence et absoluité. Pour lui, ça ne tient plus la route. Le cartésianisme, il a fait son temps, il a eu du sens à une certaine époque, mais dans les faits, dans l'évolution des idées scientifiques, il n'est plus possible de continuer à raisonner de cette manière-là. De la même manière, Auguste Comte, qui a fait l'objet du cours de la semaine dernière, vous vous souvenez, je vous avais dit que son cours est publié de philosophie positive à partir de 1830, eh bien, là aussi, Comte est complètement dépassé. Vous vous souvenez la place qu'avait la rationalité, justement, chez Comte, qui voulait tout mettre dans une boîte, y compris l'étude de la société. C'est lui qui a inventé la sociologie dite moderne. Donc, voilà, il voulait mettre des phénomènes aussi complexes que les rapports des hommes en société quasiment en équation.
voyez, ça pose quand même un petit peu problème. Hein. En tout cas, pour Bachelard, c'est de l'ordre, pas seulement un idéal inaccessible, c'est que ça n'a pas de sens. Il n'y a pas moyen d'établir des lois dans ce cas-là, parce qu'il y a une place à l'indétermination que j'évoquais tout à l'heure. Passons donc maintenant à ce deuxième ouvrage, La formation d'esprit scientifique, qui date de 4 ans plus tard après le nouvel esprit scientifique, donc qui date ici de 1938, donc 2 ans avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas pour nos régions ici, la Belgique et la France. Quel est l'objectif de l'ouvrage? Quel est son but? L'objectif, c'est d'expliquer que la logique du progrès des sciences se fait parallèlement à la logique de ces erreurs. Autrement dit, les erreurs sont nécessaires. Je vais vous lire, et je tire des extraits justement de l'ouvrage que je vais analyser avec vous très brièvement, donc de la formation d'esprit scientifique, tiré de l'édition Vrins, je vous montre. C'est un ouvrage tout à fait accessible, vous savez. Il ne faut pas être philosophe pour le lire. Hein. Voilà ce qu'il dit de l'erreur dans son discours préliminaire, ici page 11, dans l'édition que j'ai devant les yeux. Nous n'hésiterons donc pas, donc le nous c'est Bachelard, hein, à inscrire au compte de l'erreur ou de l'inutilité spirituelle, ce qui n'est pas loin d'être la même chose. Donc, nous n'hésiterons donc pas à inscrire au compte de l'erreur toute vérité qui n'est pas la pièce d'un système général, toute expérience même juste, dont l'affirmation reste sans lien avec une méthode d'expérimentation générale, toute observation qui, pour réelle et positive qu'elle soit, est annoncée dans une fausse perspective de vérification. Donc vous voyez, il donne une définition précise de l'erreur. Donc l'erreur, ce n'est pas la faute, hein, c'est vraiment un comportement, une attitude de l'esprit, et il vous explique donc, c'est d'abord une vérité qui n'est pas la pièce d'un système général, 2, toute expérience dont l'affirmation reste sans lien avec une méthode d'expérimentation générale, et 3, toute observation qui, pour réelle et positive qu'elle soit, est annoncée dans une fausse perspective de vérification. Alors, quelle est la méthode mise au point par Bachelard pour atteindre le but qu'il s'est fixé? Quand je dis le but, soyons plus modestes, en fait, le but n'est rien d'autre que le résultat de la démonstration qu'il fait à partir de sa méthode. Donc sa méthode est la suivante, c'est qu'il faut mettre au jour des archétypes des archétypes inconscients que tout être humain il a dans la tête, il a dans le cerveau, et qui sont autant d'obstacles épistémologiques, ne vous en faites pas, je vais expliquer tout ce que c'est cela, des obstacles épistémologiques pour surmonter des notions vagues que je vais développer. Alors, les archétypes, c'est quoi? Les archétypes, alors il se réfère ici non pas à la psychanalyse de Jung, de Freud, mais de Jung. Hein, vous savez qu'il y a eu une concurrence entre, d'une part, Freud, hein, qui était donc un Autrichien, et Jung, qui a vécu en tout cas une grande partie de sa vie en Suisse. Je crois qu'il était suisse alémanique, sauf erreur de ma part, en particulier travaillait à l'époque où vous connaissez Freud à l'hôpital de Goesli, à Zurich, sauf erreur de ma part. Et voilà, donc je vais vous expliquer ce que c'est les archétypes, mais je vous renvoie d'abord aux ouvrages où Jung explique ce que c'est que les archétypes. Donc, toujours dans la petite bibliothèque Payot, l'homme à la découverte de son âme, la psyché. Donc Jung vit entre 1875 et 1961. Et ça se lit sans difficulté, vous savez. Et dialectique du moi et de l'inconscient, en idée Gallimard. Si vous voulez, la grande différence qui existe entre Freud et Jung, c'est que pour Freud,
l'inconscient est avant tout, mais pas seulement, hein, avant tout un phénomène de type individuel. Autrement dit, lorsque vous faites une psychanalyse freudienne, vous êtes allongé sur un divan et le psychanalyste va essayer de comprendre les associations libres, les liens entre les associations libres que vous faites sur le divan, mais qui sont associations qui sont révélatrices de votre inconscient à vous. Tandis que chez Jung, l'inconscient, ou plutôt les associations que vous allez faire, relèvent, pas seulement d'ailleurs, mais surtout d'un inconscient collectif, et non pas d'un inconscient individuel. Alors, je n'ai pas dit que Freud s'opposait au concept d'inconscient collectif. Simplement, l'objectif qu'il vise, c'est de résoudre votre névrose. Ce n'est pas la névrose de l'humanité. Tandis que Jung, lui, il voit apparaître dans les associations des figures qui, à ses yeux, remontent à la nuit des temps. Il y a certains archétypes. Vous comprenez ce que c'est un archétype? C'est-à-dire des images très anciennes et auxquelles adhèrent inconsciemment tous les individus. Par exemple, la figure du dragon. Je prends cet exemple-là. Eh bien, le fait que les enfants rêvent de dragons avant d'avoir vu des dessins animés où il y a des dragons, parce que sinon vous me dites, voilà, c'est du bourrage de crâne, hein, par Walt Disney, non? Eh bien, pour lui, révèle en fait quelque chose qui remonte à une période très lointaine, non pas où il y avait des dragons comme on les voit maintenant dans les dessins animés, mais en tout cas une structure mentale qui est commune à l'humanité. Et on pourrait prendre beaucoup d'autres exemples. Eh bien donc, chez Bachelard, cette idée d'archétype, il l'emprunte à Jung, et cette idée d'archétype, il l'utilise comme modèle de ce que lui appelle des obstacles épistémologiques, c'est-à-dire des obstacles que tout être humain a et qui fait que quand il aborde un phénomène de type scientifique, il va être bloqué, ou plus exactement, il va arriver avec des préjugés. Et le rôle, justement, de la philosophie de Bachelard sera de lever ces préjugés pour aller plus loin. J'imagine que mes collègues doivent vous parler de ça, on étudie les préjugés. D'ailleurs, quand moi-même je donne cours de didactique en histoire, on travaille sur les représentations mentales. Ah, et je conseille à mes étudiants, pour mes collègues aussi, de partir souvent pour aborder une leçon, pour ce qu'on appelle la mise en situation, de partir des représentations mentales d'un sujet. Par exemple, ils étudient la préhistoire, les élèves viennent au tableau, ils écrivent tout ce qui leur vient à l'esprit, les couleurs, les sons, la vue, l'odorat, etc. Et on est bien compte que pour la préhistoire, hein, ça sent pas la rose, évidemment, donc ils imaginent que c'est une époque où tout puait. Les couleurs, ben, c'est plutôt associé au brun, au vert, c'est logique, puisqu'ils vivent dans la nature. Ce sont des gens qui, effectivement, ben, il y a toute une série de représentations, mais souvent, les représentations, elles sont liées donc à des brutes épaisses, des barbares. Enfin, c'est quasiment pas des hommes, c'est quasiment des singes un peu évolués. Or, ce n'est pas le cas. Hein? Même chose, quand on parle de l'hygiène au Moyen-Âge, on imagine des gens a priori sales, puants, etc. Or, vous savez que dans l'histoire de l'hygiène, il y a eu des phases différentes, et s'il y a une époque qui était vraiment plutôt sale, c'était pas justement seulement chez les pauvres, mais vous voyez la noblesse à l'époque de Louis XIV, à Versailles, hein, où il y avait des valets qui passaient derrière des dames hein, qui avaient des grandes des corbeilles, là vous voyez, et puis pouf pouf, hein, bon, et puis au bas d'escalier, il venait avec sa ramassette. Hein, voilà. Et quand il y avait une perruque qui tombait, on ne dit pas, hein, c'est Saint-Simon qui explique ça dans
dans ses mémoires, si mes souvenirs sont bons, il y a une perruque d'un noble qui tombe, et alors on voit 1 centimètre de croûte. Non, mais c'est pour vous dire. Je ne vous dis pas l'état des dents des gens aussi. Hein. Donc il ne faut pas imaginer que quand on pense à la cour de Versailles, on pense au comble du raffinement. En général, hein. Voilà, pas du tout. Donc vous voyez, on a plein de préjugés dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Et quand je vous dis les dents, c'est pas par hasard que je prends cet exemple-là. Hein. Si vous lisez les mémoires, je dis ça à Simon parce que c'est le grand mémorialiste de l'époque de Louis XIV, mais voilà, une caractéristique quand on veut décrire une femme pour dire qu'elle est bien, on dit elle a encore toutes ses dents. Mais pour une femme qui, attention, 23, 24 ans. Donc vous ne devez pas imaginer que elle pouvait être des grandes beautés, poudrées, tout ce que vous voulez, mais quand elle ouvrait la bouche, ça c'était autre chose. Et je ne dis pas que ça sentait spécialement bon, d'où l'usage des parfums pour faire partir toutes ces mauvaises odeurs. Donc vous voyez, on peut avoir toutes ces... Alors je vous ai donné un exemple très simple ici, mais qui est, voilà, c'est le fond de la pensée de Bachelard. C'est lever les représentations mentales que nous avons pour des raisons X ou Y, et puis, donc, ce que lui appelle des obstacles épistémologiques lorsque l'on aborde un phénomène scientifique. Et justement, parmi ces obstacles, comment dirais-je, épistémologiques, il y a des théories philosophiques fumeuses qui ont été inventées depuis le début de l'histoire de la philosophie et qui traînent un petit peu partout jusqu'à son époque. C'est celle de l'universalisme des lois. C'est-à-dire qu'on généralise. Ça peut être également la théorie vitaliste. Vous savez, comme quoi il y aurait une pulsion, un principe de vie qui expliquerait les phénomènes, mais sans qu'on puisse définir exactement ce que c'est que la vie. L'idée de substantialisme, c'est l'idée que l'on trouve déjà chez Aristote, par exemple, qu'il y a une substance au départ, et même au départ, c'est les physiologues, les ioniens, au 7e et 6e siècle avant notre ère, considèrent qu'il y a un élément qui explique tous les autres. L'eau, la terre, le feu, ça va ? L'air, dont seraient composés tous les êtres. Autrement dit, la théorie, ou plus exactement, la philosophie que propose Bachelard pour comprendre le réel, pour avancer dans l'étude de la science, c'est de procéder par rupture par rapport à ce que l'on croit être des acquis positifs et qui ne sont rien d'autre en fait que des barrages qui nous empêchent d'avancer plus loin. Si vous voulez, quand on pose un problème, on n'imagine pas qu'on aurait pu le poser autrement. Or, on peut poser les problèmes autrement, c'est une question, une tournure d'esprit. On peut poser les problèmes autrement. Il y en a qui sont doués, mais là, ça ne relève pas de la méthode de Bachelard, mais pour poser les problèmes autrement, quand vous pensez les hommes politiques, on leur pose une question embêtante. Ils ne répondent pas à la question, ils vont parler de tout à fait autre chose. Le poisson dans l'eau. Alors évidemment, ça, c'est pas du tout la théorie de Bachelard, qui est quelqu'un de très rigoureux, mais peut-être qu'ils vont déplacer la problématique, parce que la première problématique les dérange. Mais ça, mon exemple n'est pas bon, parce qu'eux, ils font de la rhétorique, c'est pas un problème d'argumentation. Mais c'est pour vous dire qu'il y a moyen de voir le monde autrement à un moment donné. D'ailleurs, c'est la grande théorie de Macron. Il dit, ah voilà, on a vu le monde d'une certaine manière jusqu'à présent, maintenant il faut changer complètement le logiciel. Vous entendez, on entend tout le temps parler de ça. Il faut changer le logiciel. Il n'y a plus ni droite, ni gauche, hein, c'est autre chose. C'est pas le centre, c'est autre chose qui est en train de naître. Hein. C'est ce qu'il explique. Hein. Vous avez entendu, ça va campagne, c'est autre chose. Eh bien, au niveau du principe, c'est la même chose, sauf que là, il s'agit évidemment d'une manipulation d'opinion publique. C'est très clair, parce que pour moi, c'est quelqu'un de droit. Enfin, ça n'engage que moi ici. Bon, alors, je vous lis la définition que donne justement Bachelard. Donc, c'est dans le premier chapitre du livre que je vous montrais tout à l'heure, La formation de l'esprit scientifique. Premier chapitre, à la première page, quand on cherche les conditions psychologiques des progrès de la science, on arrive bientôt à cette conviction que c'est en termes d'obstacles qu'il faut poser le problème de la connaissance scientifique, donc en termes d'obstacles. Et il ne s'agit pas de considérer les obstacles externes, comme la complexité
complexité et la fugacité des phénomènes, ni d'incriminer la faiblesse des sens et de l'esprit humain. C'est dans l'acte même de connaître intimement qu'apparaissent par une sorte de nécessité fonctionnelle des lenteurs et des troubles. C'est là que nous montrerons des causes de stagnation et même de régression. C'est là que nous décèlerons des causes d'inertie que nous appellerons des obstacles épistémologiques. La connaissance du réel est une lumière qui projette toujours quelque part d'ombre. Elle n'est jamais immédiate et pleine. Les révélations du réel sont toujours récurrentes. Le réel n'est jamais ce qu'on pourrait croire, mais il est toujours ce qu'on aurait dû penser. Ça, vous pouvez peut-être le noter, cette phrase-là, je vous la dicte. Le réel n'est jamais ce qu'on pourrait croire, donc le réel n'est jamais ce qu'on pourrait croire, mais il est toujours ce qu'on aurait dû penser. Et puis il continue, ce que je vous lis ici, ça se trouve donc dans le premier chapitre, page 13, dans mon édition, qui s'intitule « La notion d'obstacle épistémologique, plan d'ouvrage ». Donc pour ceux qui n'auraient pas tout noté, le réel n'est jamais ce qu'on pourrait croire, mais il est toujours ce qu'on aurait dû penser. Donc là, voilà. Alors un petit peu plus loin, page 23, puisque moi c'est une édition ici qui n'est pas l'édition de 1938, c'est une édition de 1970. Bon. Voilà, qui correspond à mes années d'études. Donc voilà, donc on achète évidemment ce qu'on a sous la main dans les librairies à ce moment-là. Donc ici, dans le chapitre 2, qui s'intitule « Le premier obstacle, l'expérience première ». Dans la formation d'un esprit scientifique, le premier obstacle, c'est l'expérience première. C'est l'expérience placée avant et au-dessus de la critique qui, elle, est nécessairement un élément intégrant d'esprit scientifique. Puisque la critique n'a pas opéré explicitement, l'expérience première ne peut en aucun cas être un appui sûr. D'ailleurs, c'est peut-être utile que je vous lise la table des matières, comme ça vous verrez un petit peu, vous allez voir que c'est ce que je vous ai résumé d'ailleurs, parce que mon cours est tiré entre autres de ce livre-ci. Donc chapitre 1er, la notion d'obstacle épistémologique, plan d'ouvrage. Chapitre 2, le premier obstacle, l'expérience première. Chapitre 3, la connaissance générale comme obstacle à la connaissance scientifique. Chapitre 4, un exemple d'obstacle verbal, l'éponge. Extension abusive des images familières. 5. La connaissance unitaire et pragmatique comme obstacle à la connaissance scientifique. 6. L'obstacle substantialiste, je vous en ai parlé tout à l'heure. 7. Psychanalyse du réaliste. 8. L'obstacle animiste. Oui, l'animiste, vous savez ce que c'est considérer en fait qu'il y a des forces dans la nature, qu'il y a... quand vous êtes dans une forêt, et voilà, il y a une source, et là vous imaginez qu'il y a un esprit de la source, l'esprit de la pierre, l'esprit des arbres, vous entendez du vent, mais non, plutôt que de considérer que c'est un phénomène naturel, un déplacement d'air dans l'espace, mais non, là vous allez dire c'est l'esprit de tel ou tel lieu ou telle divinité. Donc ça c'est un obstacle. Or, ici, je vous ai donné des exemples, comment dirais-je, qui sont flagrants. Évidemment, vous allez dire, ben oui, tout ça, ça c'est bon pour les primitifs, entre guillemets, mais nous, dans notre vie quotidienne, nous sommes constamment aussi des animistes sans nous en rendre compte. Nous introduisons constamment des notions qui ne sont pas démontrables et qui pourraient faire l'objet d'une analyse scientifique. Et donc, nous avons constamment, regardez, écoutez un petit peu les gens dans les conversations, vous allez voir que constamment, ils font référence à des éléments de type vitaliste, animiste, etc. Ils disent, moi je pense qu'il y a une force secrète, etc. Surtout quand on se met à parler de la religion, etc. En disant, oui, moi je ne crois pas en Dieu, mais enfin je crois qu'il y a une force dans l'univers, etc. Vous avez entendu ça, dans l'univers qui nous attire, etc. Voilà, alors je termine. Le mythe de la digestion, libido et connaissance objective, les obstacles de la connaissance quantitative, et enfin, chapitre 12, objectivité scientifique et psychanalyse. Oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce livre a un sous-titre, qui est « Contribution à une psychanalyse de la connaissance objective ». Donc, contribution à une psychanalyse de la connaissance objective. Et donc, en fait, ce sous-titre, il renvoie non pas à la psychanalyse
la psychanalyse freudienne, comme je disais tout à l'heure, mais à une psychanalyse de type jungien, c'est-à-dire qu'il faut essayer de retrouver les archétypes inconscients qui font barrage dans notre cerveau et qui nous empêchent d'aborder des phénomènes naturels d'une manière distancée. Donc en faisant abstraction de notre moi. Alors, enfin, j'en ai terminé avec ce livre-là. Troisième ouvrage, 1953, le matérialisme rationnel. Le matérialisme rationnel, 1953. Pour Bachelard, et c'est donc là le troisième élément qu'il met en évidence pour montrer le lien nécessaire qui doit unir philosophie et science, c'est que la conscience doit être abordée à partir du matérialisme. Autrement dit, la science du phénomène conscience, c'est ça la phénoménologie, c'est l'étude des phénomènes. Vous vous souvenez, je vous ai parlé des phénomènes en parlant de Leibniz, en vous en parlant de Kant également, et je vous avais d'ailleurs annoncé Husserl, dont il va être question ici. Mais l'abord de Bachelard, c'est une approche matérialiste de la phénoménologie. Contrairement justement à Husserl, Edmund Husserl, vous verrez son nom dans le bas du document que je vous ai donné, pour l'orthographe. Pour Husserl, la phénoménologie est, de son point de vue, est abordée par le biais de l'idéalisme, donc le contraire du matérialisme, qui appelle la phénoménologie transcendantale. Oui, c'est des mots très savants, mais c'est vrai que Husserl n'est pas facile à lire, hein, je vous le dis tout de suite, je l'ai déjà dit d'ailleurs dans mon introduction. Alors, aux yeux de Bachelard, cette manière d'aborder les phénomènes, cet abord idéaliste et non pas matérialiste, est donc aux yeux donc, de Bachelard un refuge, car à ses yeux, Husserl ne comprend pas l'évolution des sciences, ce qui est un procès évidemment dur pour le grand philosophe allemand, Edmund Husserl. Parce qu'il dit, mais il ne comprend pas, en fait. Il n'a pas compris l'évolution des sciences. En fait, c'est quelqu'un qui est en retard à ses yeux. Il ne s'est pas encore mis à jour, il n'a pas encore fait son aggiornamento par rapport à la science. Donc, vous voyez, il n'a pas encore vu qu'il fallait comprendre et tenir compte de tous les progrès de la science depuis la fin du XIXe siècle, et qu'à un moment donné, on ne peut plus faire de la philosophie comme ça, qui plane et qui ne soit plus en phase avec la réalité des recherches scientifiques. Or, vous l'avez vu, enfin je vous l'ai expliqué, il y a toute une série de caractéristiques de la science moderne qui remettent en question la manière dont on faisait la philosophie avant. Le rapport à la causalité, le jeu des contraires, la manière scientifique, le déterminisme, etc. Donc on ne peut plus faire de la philosophie depuis le début du XXe siècle, et la philosophie des sciences en particulier, depuis qu'il y a eu ces découvertes. Donc c'est la science qui, les progrès de la science qui obligent les philosophes à repenser leurs méthodes, à repenser leurs concepts. Ils ne peuvent plus penser de la même manière. Conclusion de mon exposé. Oui, Husserl, pour tout ce que je viens de vous dire, il faut aborder cela par son ouvrage, en particulier « Idées directrices pour une phénoménologie », traduit ici de l'allemand par Paul Ricoeur, qui est le maître à penser d'Emmanuel Macron, hein, puisque Emmanuel Macron était l'assistant de Paul Ricoeur, qui a traduit Husserl, donc vous voyez peut-être une sorte de philosophie. Oui, vous savez que Macron, c'est quelqu'un évidemment qui est extrêmement intelligent et malin, ça je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, mais il a un petit côté comme ça, mystique. Et je crois qu'il faut remonter Ricoeur, et au-delà de Ricoeur, peut-être Husserl. Voilà. Mais enfin, ce qui est bien, c'est qu'un président de la République qui ne soit pas ni lettré, parce qu'on en a eu certains avant. Pensez à Nicolas Sarkozy. Vous savez que
François Hollande, c'est quelqu'un qui ne lit pas. Tandis qu'ici, c'est quelqu'un qui a beaucoup lu. Pourquoi? Mais parce que c'est quelqu'un qui parvient à travailler très vite. Vous avez vu, le jour où il est arrivé à l'Élysée, à peine François Hollande lui a passé le code, vous savez, nucléaire et tout, François Hollande est out, salut Hollande, là, qui part avec sa bagnole, et puis alors, on voit Macron qui arrive, il retourne à l'Élysée, et il est monté les escaliers à toute allure, disant, mais quand il n'y a plus de nuit à faire, c'est un homme hyper actif, hein, il dort très peu pendant la nuit et tout, donc en fait, il lit vite, mais il dort peu en plus, ça. Donc vous voyez, il a accumulé plein de choses, donc c'est un homme hyper intelligent, ça je crois que personne ne le met en doute, mais bon, il a quand même, il n'en demeure pas moins qu'il a une philosophie hein, qui est manifestement influencée par ses maîtres, ça c'est tout à fait clair. Donc voilà, je ne vous ai pas encore montré l'ouvrage, je crois. Hein. Alors ça, c'est un ouvrage difficile, par contre. C'est pas comme Bachelard. Hein. Et alors, celui qui succède à Husserl, alors là, c'est Heidegger. Alors là, c'est touffu. D'ailleurs, die Heide en allemand, c'est la bruyère, hein, sauf erreur de ma part, donc c'est un truc, une plante très... Enfin, voilà. Alors, conclusion, c'est que, comme je vous le disais, Bachelard est un philosophe qui réconcilie, dans le cadre d'une nouvelle alliance, la philosophie et les sciences contemporaines, les sciences de son époque. Pour lui, il ne peut pas y avoir d'hiatus. Il n'est pas possible que l'esprit humain invente des concepts qui ne soient pas en phase avec l'observation, la compréhension et la théorisation du réel par les scientifiques. C'est pas possible. Pour lui, ben voilà, le monde est un, même si ce un, entendons-nous bien, d'après tout ce qu'il a expliqué, est très complexe. Très complexe, hein. Il n'a pas du tout une vision simpliciste hein, de la réalité. Mais simplement, il dit c'est pas possible à un moment donné, à moins de devenir schizophrène. Alors d'un côté, il y a les philosophes qui croient que bon, le monde est comme ça, alors que les physiciens montrent que le monde n'est pas comme ça. Ce sont des fous, alors, hein, on est bien d'accord. Hein. Et alors, effectivement, vous pouvez vous perdre dans des tas de raisonnements qui sont plus en prise avec la réalité. Ou bien, ben, vous faites des liens et ça doit aller dans les mêmes sens, dans les deux sens. Il faut que les philosophes comprennent, étudient les raisonnements des scientifiques et vice-versa, parce que les scientifiques ont peut-être des choses à apprendre des philosophes. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on vous parle, je suppose, ou on va vous parler dans vos études, beaucoup d'interdisciplinarité. Ce n'est pas possible, vous savez, de s'enfermer dans une discipline. Ce n'est pas possible. Le tout, c'est de trouver des auteurs qui font de la vulgarisation, de la haute vulgarisation, et qui vous permettent d'établir des ponts et de vous montrer que, ben voilà, c'est pas possible de faire de la psychologie sans faire de la philosophie, c'est pas possible de faire de la linguistique sans en même temps peut-être faire des mathématiques, des choses comme ça, parce que bon, on peut peut-être partiellement, en tout cas, mathématiser les langues. Vous voyez, donc tout est lié. On ne peut pas dire que voilà, le réel est comme ça constitué de petits tiroirs. Il y a le tiroir de la physique, il y a le tiroir des mathématiques, le tiroir de la biologie. D'ailleurs, on fait de la biochimie, on peut faire des études de physique mathématique, etc. Bon, vous êtes médecin, vous pouvez faire en même temps de la biologie, etc. La physique, enfin tout ça me paraît évident. Moi, je suis historien à formation, bon, j'ai fait quand même beaucoup de philosophie dans mes travaux aussi, mais bon, pour moi, ça me paraissait évident de ne pas rester enfermé dans l'histoire. C'est pour ça que je me suis spécialisé dans la philosophie de l'histoire, vous voyez, mais en même temps m'intéressant beaucoup aux phénomènes littéraires. Mais c'est ça qui est gai aussi, c'est de faire des liens. Et comme j'ai eu en secondaire une formation mathématique, ben bon, voilà, je peux toucher à des sujets différents. Et alors des choses qui m'embêtaient beaucoup quand j'étais en secondaire, hein, parce que ça m'avait été imposé par mes parents qui étaient de bonne volonté, ceci dit, ils voulaient mon bonheur, ça c'est clair. Et bien justement, par le fait que c'était imposé, du coup, j'avais un sentiment de répulsion. Mais maintenant, les années passant, c'est des choses qui m'intéressent et que j'ai envie d'approfondir, parce que maintenant c'est mon choix, vous comprenez?
C'est pour ça, ben, j'étais aussi devant une sorte d'obstacle épistémologique. Hein, ça m'était imposé, donc du coup, je ne veux pas. Voilà. Comme j'appartiens à une famille de juristes, hein, juges, avocats, etc. Donc le droit, donc je suis devenu anarchiste. C'est pas sans lien. Hein. Il y a un rapport, hein, quand même. Vous voyez, c'est le rapport, on se définit toujours par identification, par opposition à ses parents, souvent, vous êtes d'accord? Soit on devient comme eux, et alors on reproduit, c'est ce qu'on appelle la tradition, soit au contraire, on dit non, c'est la rupture. Alors moi je suis un peu comme Bachelard, c'est la fameuse rupture. Hein, pour avancer, voilà. Mais ceci dit, à un moment donné, on se rend compte que même si on croit avoir rompu, il y a des tas de choses, évidemment, qui nous déterminent, socio-économiques, etc. La rupture n'est jamais complète. Hein. On a appris plein de choses quand on était enfant et qui vous restent dans la tête. Et puis vous produisez inconsciemment même des comportements, des gestes. Voilà, parce que vous les avez acquis, voilà, à un moment donné, quand vous étiez enfant, et donc vous faites comme. Hein, par exemple, moi, enfin, c'est une petite parenthèse ici, parce que j'ai encore 2 minutes. Par exemple, moi j'avais un grand-père comme ça qui avait été prisonnier en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, et ils avaient, dans un camp de prisonniers, donc là, ils avaient faim dans ces camps, hein. Et alors, donc, quand il y avait à table dans ces camps de prisonniers, quand il y avait même des quelques miettes qui restaient, des miettes de pain, ben, ils les mangeaient, parce qu'il fallait tout manger. Ceux qui souffraient le plus, c'était les Russes, qui étaient vraiment considérés comme moins que rien par les Allemands. Enfin, les Belges et les Français, ils avaient un statut supérieur. Hein. Et alors, et ça c'est comme ça que je l'ai appris plus tard, je voyais tout le temps mon grand-père, alors qu'il était vieux, il n'avait plus faim du tout, il était constamment en train de lécher le bout de ses doigts pour, à table, récupérer toutes les miettes, vous imaginez. Donc c'était, vous imaginez, donc 40 ou 45 ans après la guerre. Et c'est comme ça que moi, pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi moi-même j'étais comme ça. Mais oui, c'est un comportement acquis. Donc vous voyez, c'est pour ça que la rupture n'est jamais complète. Et donc c'est comme ça que de génération en génération, on reproduit les comportements, on utilise certaines expressions, on ne sait plus d'où ça vient, et puis on continue à utiliser toujours les mêmes mots dans les phrases, etc. De génération en génération. Donc la rupture, elle n'est jamais complète, bien entendu, heureusement d'ailleurs. Hein. Mais donc, enfin, ceci dit, intellectuellement, il peut y avoir rupture, et puis à un moment donné, récupération d'un certain nombre de choses. Ben, quand on est, comment dirais-je, en équilibre par rapport à son vécu, et que quand les parents ne sont plus là, quand les grands-parents ne sont plus là, il n'y a plus de raison d'avoir un obstacle, si vous voulez. Enfin, cette petite parenthèse pour vous dire que les obstacles épistémologiques, ils sont dans notre vie quotidienne, et que ce n'est pas seulement déterminé par des grands raisonnements, c'est que parfois on a des blocages, on dit non. Hein. Vous voyez, hein, vous avez une relation avec quelqu'un qui avait des cheveux noirs et une grande bouche, et par la suite, inconsciemment, tous ceux qui... ça ne marchait pas, et par la suite, ben, il n'y aura plus moyen d'être avec quelqu'un qui a des cheveux noirs et une grande bouche. Et inversement, hein, pas, pour les garçons, ben, justement, ils ne se rendent pas compte que leur maman, ben, elle a des yeux d'une certaine forme, et comme par hasard, ils tombent amoureux de femmes qui ont comme ça. Mais ils ne se rendent pas compte, c'est inconscient tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ben, ça c'est dans l'autre sens, évidemment. Bon, donc Bachelard a eu un rôle très important, il est mort en 1962, donc maintenant ça fait bon, une cinquantaine d'années, 55 ans. Il a eu une influence sur des personnages comme Sartre, qui, à partir justement de son ouvrage de matérialisme rationnel, a développé sa dimension synthétique. Je vous montre ceci dans son grand ouvrage, dans son grand ouvrage de philosophie, parce que Sartre est surtout connu par ses romans, ses pièces de théâtre, ses prises de position politiques dans l'engagement, mais Sartre est d'abord un philosophe, il ne faut pas l'oublier. Hein, il écrit ici un gros ouvrage qui a plus de 700 pages, qui s'intitule « L'être et le néant et ses dontologies phénoménologiques ». Voilà, ça c'est des choses qu'on ne lit pas vraiment de Sartre, sauf les philosophes, mais donc... vous savez, c'est vrai, quand on pense à Sartre, on pense à, je ne sais pas, les Maxa, les mouches, comment? Huis clos, par exemple, à l'enfer c'est les autres, etc., etc. Mais on ne pense pas, évidemment, sauf les philosophes, hein, bien entendu. Et évidemment, il y a un lien, bon, évidemment, c'est l'être et le néant, qui répond à l'ouvrage de Heidegger qui s'appelait L'être et le temps. Sein und Zeit.
Voilà, Sein und Sein. Michel Foucault, je crois vous en avoir parlé, a écrit Les mots et les choses, une archéologie des sciences humaines. Donc il est mort dans les années 80, il est mort à 58 ans du sida, grand philosophe français. Cet ouvrage date de 1966, je vais vérifier, c'est bien ça. Et lui utilise très clairement dans cet ouvrage la notion de rupture épistémologique lorsqu'il distingue vraiment la Renaissance d'une part de la science telle qu'elle se construit à partir du XVIIe siècle, et puis il voit une seconde rupture épistémologique au XIXe siècle. Cette période, enfin c'est pas vraiment une période, ce faisceau de démarches pendant ces périodes, d'un siècle, de 2 siècles ou plus, c'est ce qu'il appelle des épistémènes. Le terme épistémologie, je ne vous l'ai pas défini parce que pour moi c'est très évident depuis le début. Hein, donc l'épistémologie, c'est l'étude littéralement du savoir. Épistémè en grec, ça veut dire le savoir. Donc c'est l'étude du comment. Ce n'est pas l'étude du pourquoi, c'est l'étude du comment. Et vous aurez en 3e année, avec un de mes collègues, un cours d'épistémologie, justement. D'épistémologie. Voilà. Alors, quelques petits livres, ou gros livres. Alors, il faut savoir que Sartre s'est beaucoup intéressé dans des ouvrages plutôt de nature poétique. C'est très, très beau à lire, c'est très agréable, et c'est vraiment beau sur le plan littéraire, aux fameux 4 éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'air, la terre, le feu et l'eau. Et ça, évidemment, c'est une tradition qui remonte aux écoles pré-socratiques, 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Vous avez dans cette édition ici en folio, qui fait près de 900 pages, donc des extraits de ces pré-socratiques, ces pré-socratiques. Alors, pour approfondir le sujet maintenant, de John Barrow, pourquoi le monde est-il mathématique chez Odile Jacob? C'est à partir de Galilée et de Newton que le monde devient mathématisable. Parce qu'il est mathématique. On peut l'étudier de matière mathématique parce qu'il est mathématique, mathématisable en tout cas. Alors de Kuhn, la structure des révolutions scientifiques, chez Jean-Flammarion. Sous l'atome, les particules d'Étienne Klein, que vous connaissez sans doute parce qu'on le voit de temps en temps dans les médias, c'est un physicien qui cherche à vulgariser sa discipline, la physique. Du même petit voyage dans le monde des quantas. Je n'ai pas eu l'occasion de vous parler de la physique quantique, mais qui est très importante également, même dans les raisonnements de Bachelard. Donc voilà, justement, les inventeurs, Max Planck, initiation à la physique. Il y a des instituts Max Planck comme ça, un certain nombre d'instituts Max Planck en Allemagne. Alors, Henri Poincaré, que Bachelard utilise dans ses livres, La science et l'hypothèse, qui était le cousin du président de la République pendant la Première Guerre mondiale, Raymond Poincaré, un grand savant, la science, un grand mathématicien. Alors, la physique c'est publié par le Nouvel Observatoire et CNRS Éditions. Les plus grands textes d'Empédocle à Einstein et Schrödinger, ce sont en fait des extraits tout à fait lisibles des grandes œuvres de physique, des grands physiciens. Claude Allègre, qui était ministre de l'Éducation nationale sous Mitterrand, si mes souvenirs sont bons, un peu de science pour tout le monde, ou sous Jospin, je crois que c'est sous Mitterrand. Un peu de science pour tout le monde, en livre de poche, ça se lit très facilement. Et vous avez là-dedans l'explication de tous les phénomènes dont il a été question dans ce cours. Hein. Le problème de la lumière, le problème de la relativité, etc. Et enfin, puisque j'ai commencé mon cours avec Euclide, la 5e proposition d'Euclide concernant les parallèles, vous avez de Jean Baudet, Nouvelle abrégée d'histoire des mathématiques, chez Vuibert. J'ai dit